Jean-Pierre Maldera, figure connue du banditisme grenoblois des années 80-90, assassiné ce matin à l'arme automatique au milieu de l'autoroute A41. Ses agresseurs ont pris la fuite. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a échangé ce matin à Pont-de-Claix avec les élus et les salariés de Vancorex, cette entreprise de chimie placée en redressement judiciaire. Il fustige la décision du gouvernement qui a refusé la nationalisation. Et puis, quels sont les prochains enjeux pour la Chambre d'agriculture de l'Isère? Quel est le moral des agriculteurs? On en parle dans quelques minutes avec le nouveau président de la Chambre d'agriculture départementale, Aurélien Clavel. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 12 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Aujourd'hui sur vos écrans, la mort du parrain. Dans une scène digne d'un film de gangster, Jean-Pierre Maldera, 71 ans, a été assassiné ce mercredi matin vers 10h30 sur l'autoroute entre Crolles et Grenoble à hauteur de Domaine. Pris pour cible par des tirs d'armes automatiques, il est sorti de son véhicule pour fuir à pied, mais aurait été achevé sur les voies de circulation au milieu des automobilistes médusés. La portion de l'A41 a dû être fermée jusqu'en milieu d'après-midi, ce qui a occasionné d'importants bouchons. La voiture des tueurs présumés a été retrouvé en partie calciné sur le parking du stade de la Poterne, derrière le quartier de l'Abbaye. Jean-Pierre Maldera a été considéré avec son frère Robert, disparu en 2015, comme l'un des parrains du milieu italo-grenoblois dans les années 80-90. Ce règlement de compte pourrait être en lien avec un autre assassinat survenu en novembre 2019 dans un cimetière de Fontaine. Un homme de 53 ans avait été tué de 3 balles de gros calibre alors qu'il se recueillait sur la tombe de ses parents. Les enquêteurs avaient supposé à l'époque que le tueur s'était peut-être trompé de cible et qu'il visait en réalité le frère de la victime, soupçonné par la justice d'être impliqué dans la disparition de Robert Maldera. Trop de blabla, nous dit cet homme-là. Après Sophie Binet, Fabien Roussel ou Philippe Poutou, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est venu ce mercredi matin à Pont-de-Claix à la rencontre des salariés de Vancorex, entreprise de chimie en redressement judiciaire. 400 emplois directs, mais 5000 indirects pourraient être supprimés. Certains salariés espèrent reprendre l'entreprise en société coopérative, alors que le gouvernement a refusé de nationaliser. Pour le leader de la France insoumise, une grosse erreur. Assez de baratin sur la souveraineté, la réindustrialisation, etc., quand dans le même temps, on laisse s'écrouler des pans entiers de la production et surtout des endroits comme celui-ci qui sont en quelque sorte, si je peux prendre une expression, comme une sorte de garde-triage du reste de l'industrie chimique et au-delà du chimique. C'est plutôt à l'État de nationaliser, au lieu d'embêter toute une série de collectivités locales qui, elles, sont prêtes à le faire. Mais franchement, ils en ont déjà assez sur le dos. Et imaginez-vous qu'une collectivité locale, elle sait ce que représente pour elle la suppression d'une plateforme d'activité économique. Mais en même temps, elle sait aussi ce que ça lui coûte, ce qu'il va falloir mettre dedans. Donc ça va, on peut aussi les lâcher. L'État a largement les moyens. Combien coûterait la nationalisation? Moi, dans mes fiches, on m'a marqué 300 millions. Bon, très bien, comme je connais un petit peu l'histoire, je me tourne vers eux et je leur dis ça coûte combien? Ah ben alors là, dedans, on découvre que dans les 300 millions, il y a des investissements sur 10 ans. Vous avez donc un type qui est un gugus à mes yeux, qui n'est pas capable de prévoir ce que cette entreprise donnera dans 8 jours, dans 1 mois ou dans 6 mois, et qui prétend qu'il connaît le niveau d'investissement qu'il faudra au cours des 10 prochaines années. Mais on lui dit, monsieur, premièrement, on ne vous croit pas. Nous vous accusons d'être en train de détruire l'industrie chimique du pays. Comme vous avez détruit les raffineries, comme vous avez détruit le textile, comme vous avez détruit l'acier, comme vous avez détruit tout ce que vous avez touché. Le projet de SKIC, pour l'instant en construction, a le soutien de 3 collectivités locales pour l'instant, mais devra aussi, pour aboutir, embarquer des industriels. Là aussi, il va y avoir du sport. 2e round pour la Pierramenta jeudi matin à suivre en direct sur Télé Grenoble. Départ prévu entre 7 et 8 heures. La Pierramenta, c'est la plus célèbre course de ski alpinisme du monde qui réunit depuis près de 40 ans 200 cordées de 2 skieurs dans le Beaufortin. À l'issue de la première journée mercredi, la team Matteo Jacquemou et le Grenoblois Samuel Eki est en tête. François Den et son binôme Alexis Sévenec sont 5e. Chez les filles, Lorna Bonnet et Axel Mollaret mènent la danse.
Et Kylian Jornet a annoncé qu'il serait présent pour l'édition 2026. Entre Paris et Nice, il y a la Côte Saint-André pour sa 5e étape de 203,3 km jeudi. La célèbre épreuve cycliste partira de Saint-Just-en-Chevalet dans la Loire pour franchir la ligne d'arrivée dans la ville iséroise. Les coureurs arriveront en direction du Coteau, puis aux abords de la chapelle Notre-Dame-de-Sier avec une cote à 11,1% et des passages à 18%. Ce sera aux alentours de 16h30, à la grande joie des collégiens et lycéens qui n'auront pas cours l'après-midi pour décaler à la matinée le trafic des bus scolaires. Pour l'instant, les Visma, Matteo Jorgensen et Jonas Vingegaard sont en tête du classement. La Chambre d'agriculture de l'Isère a un nouveau président, c'est Aurélien Clavel qui a succédé vendredi à Jean-Claude Darlet après 12 ans de fonction. Et Aurélien Clavel est à mes côtés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes, avant d'être président de la Chambre d'agriculture, vous êtes, et c'est la base, agriculteur, exploitant. Où travaillez-vous? Qu'est-ce que vous produisez? Je suis agriculteur sur la commune de Biol, dans la partie terre froide, au milieu du département de l'Isère. Je suis associé avec mon frère, Steven. Nous avons 2 salariés. Nous produisons du lait, du lait de vache. On a 50 vaches laitières pour la destination de l'IGP Saint-Marcelin. Nous avons aussi 5 hectares de noyers, 5 hectares de noisetiers et un peu de céréales qui est valorisé en production de bière. Donc vous êtes déjà bien occupé. Alors vous êtes affilié au syndicat FDSEA, comme l'était également Jean-Claude Darlet. C'est le syndicat majoritaire. Le vice-président de la Chambre d'agriculture, Jérôme Croizat, est également FDSEA. Mais on voit que ça bouge un petit peu. La Confédération paysanne et la coordination rurale ont gagné chacune un siège. Est-ce que c'est bien finalement que ça évolue, qu'il y ait plus de mixité ? Est-ce que c'est bien, c'est déjà bien en tout cas qu'il y ait une élection démocratique, qu'on puisse s'exprimer. Après, ça reflète aussi un contexte très difficile pour l'agriculture où les agriculteurs ont parfois du mal à se retrouver dans différentes politiques, même qui nous dépassent, nous, syndicats agricoles. La Confédération paysanne aurait préféré un vote à bulletin secret. Elle estime qu'il peut exister parfois telle ou telle pression. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Le vote à bulletin secret, dans les instances... Plutôt qu'un vote à main levée. Donc j'imagine qu'il parle des instances au sein de la Chambre d'agriculture. De la pression, non, il n'y a pas de pression. C'est dans un cadre où les débats se passent de façon très correcte, avec respect. Il y a de pression envers personne. Chacun peut s'exprimer librement et le fait de façon librement. Donc ça ne changerait pas forcément le résultat des délibérations qu'on peut prendre au sein de la Chambre d'agriculture. Est-ce que les agriculteurs sont toujours en colère? On se souvient des blocages en février 2024 et puis plus récemment pour un autre sujet, des manifestations contre le Mercosur. Il y a de la colère et surtout aussi de l'indignation. Le contexte est très compliqué dans le monde agricole et il manque surtout beaucoup de lisibilité. On sait, beaucoup d'agriculteurs, on a du mal à savoir où on va avec un contexte compliqué, un contexte incertain. Le monde politique qui est très instable et qui a du mal à amener des réponses ou qui tarde notamment à amener des réponses. Un contexte aussi d'évolution climatique qui a des impacts très forts, aussi bien sur les fortes chaleurs, les fortes pluies, mais aussi des forts vents ou de la grêle. Ça aussi, où on a un contexte de normes très importantes. Alors, justement, la loi d'orientation agricole a été votée le 20 février. Elle a simplifié un certain nombre de ces normes environnementales. Elle a dépénalisé aussi certaines infractions non intentionnelles. Les associations de défense de l'environnement, elles, parlent de pire régression du droit de l'environnement. Pour vous, c'était nécessaire d'en arriver là ? Il faut savoir que déjà, c'est une loi parmi tant d'autres qui devait arriver suite aux manifestations agricoles. On est plus d'1 an et demi après le début des actions. Les lois commencent à arriver seulement maintenant. Donc c'est déjà c'est long pour des lois qui auraient dû déjà arriver bien avant. Donc il devrait y en avoir plusieurs aussi pour répondre à beaucoup d'attentes du monde agricole. La problématique, c'est que... beaucoup souhaitent idéaliser notre agriculture, mais à chaque fois qu'aujourd'hui on a bon nombre d'impasses ou de complexités, on avait lancé cette campagne de mobilisation qui s'appelait « On marche sur la tête », qui fait que la réglementation vient à contrario de la production et sur bon nombre de règles. Et le souci, c'est que nos voisins, même européens, n'ont pas ces règles-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on régresse, nos importations augmente. Notamment, je vais citer des exemples concrets. Chaque année, en France, la production de fruits et légumes diminue
et elle est remplacée par des productions qui viennent de l'extérieur, qui ne respectent pas nos standards. L'Espagne, par exemple. L'Espagne, l'Italie. Et donc, en fait, c'est ça la problématique, c'est qu'elle est un peu plus globale. C'est pas qu'on veut des droits à polluer ou autre, c'est qu'on veut des règles qui soient en cohérence avec l'acte de production. Alors parfois, les agriculteurs ne trouvent plus de sens à leur métier, sont endettés, certains en arrivent à prendre des décisions irrémédiables. On voit depuis quelques années dans l'actualité, on parle de suicide d'agriculteurs. Comment, en chambre d'agriculture, vous pouvez aider les personnes en difficulté ? Oui, c'est un aspect important de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture. Donc, nous avons des élus dédiés à la cause des agriculteurs en difficulté. Nous avons aussi des collaborateurs formés et nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Réagir, en partenariat avec la mutualité sociale agricole, avec l'État, avec le département, pour amener un accompagnement humain d'abord, parce que l'humain est très important, et aussi un accompagnement financier, et essayer de faire rebondir les exploitations sous différents aspects pour les tirer vers le haut de ces situations compliquées. Alors, plus réjouissant, le mois dernier se déroulait le Salon de l'agriculture, le Salon international de l'agriculture à Paris. Plus d'une vingtaine de productions agricoles iséroises ont été récompensées. On a des bons savoir-faire. Oui, tout à fait. L'agriculture et le département de l'Isère, l'agriculture iséroise, est très diversifié, même encore plus très diversifié aussi bien. Et les Isérois ne le savent pas toujours. Et les Isérois ne le savent pas toujours, mais ils ont un bon nombre dans les magasins de produits qui viennent de leur département, produits et transformés, aussi bien sur les marchés qu'en grande distribution. On a une richesse, et ça s'est traduit au Salon de l'agriculture, notre savoir-faire isérois par bon nombre de médailles dans beaucoup de domaines. Et justement, c'est aussi ce que vous essayez de montrer avec le pôle agroalimentaire de l'Isère, dont vous êtes responsable, vous êtes président, et puis la marque Isère de département de l'Isère. La marque Nos Produits Isère sur les produits alimentaires, tout à fait, où, comme je disais, cette grande diversité de production, nous avons aussi différents circuits de distribution, en grande distribution dans les marchés, différents circuits de commercialisation, et nous essayons aussi de ce qui est produit local et consommé localement pour amener un peu plus de valeur ajoutée aux producteurs et en développant justement ces circuits à travers cette marque, ces circuits locaux, ce qu'on peut appeler circuits de proximité. Donc c'est déjà le premier geste que peuvent faire les consommateurs, c'est de consommer local, et puis avec la petite étiquette, c'est facile. Tout à fait. Et c'est consommer local et faire attention aux produits. Et il y a une grande variété de produits. Oui, nous avons plus de 2000 produits référencés, issus de l'agriculture ou de l'artisanat, et plus de 150 producteurs à l'heure actuelle qui font partie de nos produits Isère. Merci beaucoup Aurélien Clavel. Merci à vous. Dans l'agenda, le festival Stravinsky du 13 au 16 mars à Vorep, avec notamment jeudi soir des variations italiennes, puisque la thématique cette année c'est Venise, proposée entre autres par le pianiste Simon Burki. Compositeur né en Russie, Igor Stravinsky a voyagé et vécu dans plusieurs pays, notamment à Vorep dans les années 1930. L'entrée au concert est gratuite, mais les spectateurs sont invités à venir avec des dons alimentaires dans le cadre du dispositif 2 kilos de culture. Le bruit des pierres, ce n'est pas que de la musique, mais le spectacle du collectif Maison Courbe à découvrir jeudi et vendredi au Grand Théâtre de Grenoble. Équilibre, confrontation, envol, écrasement, les pierres deviennent des partenaires de jeu, se changeant en craie, en cristaux comestibles et aussi en pierres percussive. Finalement, nous y voilà. Une création récompensée aux révélations Circus Next 2024. Je peux pas, j'ai flemme. Flemme, c'est jeudi à 20h30 au Coléo de Pontcharrat, une pièce de la compagnie Institut, écrite tout près des jeunes pour donner du sens à la flemme. En 2082, les adolescents trop lents et trop difficiles à comprendre sont mis en capsule jusqu'à leurs 19 ans. Mais celle d'Eda dysfonctionne et la voilà libérée dans un monde où elle n'a plus sa place. Une création qui mêle théâtre, cirque et musique et nous invite à ralentir. Et puis la plateforme dans l'ancien musée de Grenoble accueille à partir de jeudi une exposition autour de la Bastille et du Rabot. On y reviendra dans le JT jeudi avec 2 des co-commissaires, Denis Coeur et Nicolas Texier. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo arrive tout de suite. Excellente soirée à tous.